Bonjour à tous. La journée étant basée sur l'innovation, on continue avec l'innovation parce qu'on va co-intervenir avec Nicolas Dutour du laboratoire du Bernet et moi-même Jacques Rousseau du groupe ICV. Donc on va, les deux entreprises associées. On va parler de nos connaissances sur les variétés et bouquets. Voilà. Alors on va faire une petite introduction rapide sur les caractéristiques analytiques des bouquets. Et ensuite, on a une douzaine de vins à déguster. On servira les vins par 2 ou 3, hein, de façon à aller assez rapidement. Donc vous garderez bien l'ordre de vos verres, puisqu'on va vous servir de gauche à droite, pour que vous gardiez toujours et que vous sachiez ce qu'on vous sert. Et on présentera les vins pendant que vous les avez servis dans vos verres. Donc, sur les aptitudes œnologiques, on en a parlé ce matin. Une des questions essentielles sur ces variétés-là, c'est quel style de vin elles peuvent donner. Et surtout, comme disait Alain Bouquet, faire des variétés résistantes au maldiodium, je sais faire, mais le plus important, c'est qu'elles ne résistent pas aux consommateurs. Voilà. Donc là, je vais vous présenter les synthèses de 7 années de minification qui ont été faites à l'ICV, mais également dans d'autres laboratoires, d'autres caves expérimentales de la région, sur un certain nombre de variétés, dont les bouquets. Donc il y a un gros travail qui a été fait, en tout plus de 300 vinifications expérimentales, faites dans des conditions contrôlées sur plus d'une quinzaine de variétés. Ce qui ressort, c'est que sur les variétés résistantes, il y a une grande palette de diversité, de précocité. Certaines des premières qui ont été introduites, comme le Muscaris ou le Solaris, étaient très précoces, hein, avant le Chardonnay. Un certain nombre étaient précoces, comme le Chardonnay, c'est le cas de rouges en particulier, comme le Cabernet Cortis ou le Merlot Corus. Après, il y a des variétés qui sont moyennement précoces, comme le Sauvignon. Et là, on va trouver des variétés bouquets, comme le G5 ou le G14. Après, on va trouver des variétés dont la maturité se rapproche du Merlot. Et là, on va trouver le 3160, le G9, pardon, le 3179, et certaines variétés qui peuvent être assez tardives, comme le 3176. Après, ces notions de précocité, ça repose, on l'a vu ce matin, sur quelques observations locales, et peut-être que dans les années à venir, on s'apercevra que c'est pas aussi net que ça. Hein. C'est des variétés sur lesquelles il est important de continuer à faire des suivis de maturité. Ce qui est intéressant de regarder, surtout dans un cas de contexte climatique, c'est de voir un petit peu les équilibres acides. Donc on a regardé les niveaux d'acide malique et en les comparant avec des cépages de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les variétés qui vont être plutôt riches en malique, parce que c'est des variétés qui vont être adaptées au changement climatique, qui vont pouvoir... la chaleur a tendance à dégrader le malique. Donc les variétés qui ont beaucoup de malique naturellement, en auront plus facilement à la récolte. Donc là, parmi les variétés bouquets, de ce point de vue-là, ne se distinguent pas particulièrement par rapport aux autres. Elles n'ont pas de spécificité particulière. Vous avez des fiches papier qui sont sur vos tables. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est deux choses. Il y a un certain nombre de variétés qui ont des faibles degrés naturels. Et c'est le cas en particulier de 3 variétés bouquets, 2 en blanc, le G5 et le G9, qui, même quand on laisse mûrir, ne dépassent pas les 11 degrés d'alcool acquis sur les vins finis. Et en noir, il y a le G14. Après, les autres variétés, 3176, 3179, 3160, etc., n'ont pas de spécificité. Autre point qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu les équilibres acides. Parmi les résistants, il y a une variété comme le Sauvigné gris qui est caractérisée par un pH naturellement très bas. Sur les bouquets, on ne retrouve pas l'équivalent. En noir, il y a le 3179 qui semble avoir des pH plutôt inférieurs à la moyenne, à des niveaux de maturité élevés. Donc là, ce côté équilibre sucre-acide, c'est un élément aussi intéressant pour la qualité des vins. Sur les polyphénols totaux, donc là, on a classé un petit peu les variétés en fonction de leur intensité colorante.
Et il y a des variétés qui ont des intensités colorantes de l'ordre de 5 à 7, c'est-à-dire l'équivalent du grenache. Et ça va être par exemple l'équivalent en bouquet, le 31-60, donc qui au niveau couleur ressemble beaucoup à un grenache. Après, on va avoir des variétés qui se rapprochent plutôt de la couleur du merlot, c'est le cas du 31-79. D'autres qui sont un peu plus intenses, comme le 31, donc plutôt type Cabernet ou Syrah, comme le 31-76 en rouge. Voilà. Parmi d'autres variétés résistantes, on a trouvé des variétés qui ont un potentiel couleur beaucoup plus élevé, comme le Monarque ou le Merlot Chorus, qui ont des couleurs comparables à supérieures à celles de l'Alicante, mais dans les bouquets, il n'y a pas de grosse différence. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les polyphénols totaux, et en particulier, donc ils sont analysés par la DO 280. Et là, les variétés bouquets se distinguent de la plupart des autres variétés résistantes. La plupart des variétés résistantes ont des DO 80, donc des potentiels phénoliques très élevés. Là où sur des rouges classiques, on a des IPT de 40 à 50, on peut trouver des variétés comme le Cabernet Volos ou le Merlot Chorus ou le Prior, où l'IPT est presque le double, de l'ordre de 80. Et toutes les autres variétés résistantes, elles, ont des IPT élevés. Les bouquets, elles, se caractérisent par des niveaux relativement faibles. C'est le cas du 31-79, du G14 ou du 31-60, dont les IPT sont comparables à celles des vinifera. Donc ces variétés-là, le 31-76 est un peu à part, un peu plus concentré, mais on a des variétés qui, au niveau analytique, peuvent s'apparenter à des vinifera classiques, que ce soit des grenaches, des merlots ou des syrahs, des cabernets. On a fait pas mal de vinification en rosé. On a systématiquement vinifié en rosé toutes les cépages rouges qu'on a eu à la cave expérimentale, parce qu'il y a une grosse demande pour les rosés. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'intensité colorante et la couleur des rosés en fonction du jaune et du rouge. Donc là, on le fait par colorimétrie. Les bouquets se caractérisent par des couleurs, disons au niveau intensité, qui sont assez proches de cépages classiques pour faire des rosés, du grenache ou de la syrah. Ce qui ressort, c'est que elles sont plutôt avec une nuance rouge marquée. C'est des rosés plutôt cerises plutôt que saumonés. Mais on n'a pas trouvé dans les bouquets des variétés qui font des rosés très foncés, donc pas tout à fait dans l'air du temps actuellement, comme l'Artaban, comme le Cabernet Volos. Après, il y a un travail spécifique qui a été fait avec l'Université de Bordeaux, avec Pierre-Louis Tessène, il y a quelques années, où il a analysé la qualité fine des anthocyanes, des vins. Il y a 5 grandes familles d'anthocyanes. Dans les vitivinifera, l'anthocyane dominante, c'est la malvidine. Et là, il s'est aperçu que sur la plupart des cépages résistants, l'anthocyane dominante est la cyanidine, donc différente de celle des vinifera. Mais sur les bouquets, on retrouve la malvidine comme dominante. Et l'explication, c'est certainement lié au taux de vinifera, donc où sur les bouquets, on a des variétés avec plus de 98% de vinifera, et donc on retrouve les anthocyanes des vinifera, alors que sur d'autres variétés résistantes rouges, le taux de vinifera est plus faible, et on a plutôt de la cyanidine. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça confirme une observation analytique qui est faite. Vous avez des graphiques, je pense que c'est plus lisible sur le document, le tir à part. Hein. Mais ça confirme un petit peu des analyses sensorielles qui ont pu être faites, où, comme on l'a dit ce matin, sur les bouquets, sur les rouges issus des variétés bouquets, à partir de la 5e rétrocroisement, on trouvait des qualités de tanin, des qualités sensorielles de vin rouge assez proches des vinifera, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des autres variétés résistantes. Voilà, donc ça c'était juste une petite introduction volontairement rapide, parce que la priorité c'est de déguster. Donc ce qu'on vous propose avec Nicolas, c'est de passer, je crois qu'il y a 8 ou 9 cépages, une dizaine de cépages. Il y a la majorité des variétés bouquets présentes. Donc là, alors il y aura soit des vins qui ont été vinifiés sur les sites expérimentaux et de vignerons, soit des vins à la cave expérimentale. Voilà, après, ces classements-là ont été faits en fonction des dates de récolte sur des parcelles qui étaient jeunes
On va commencer par le 3159, donc je te laisse parler un petit peu. Donc le 3159 que vous arrivez à imaginer en photo ici est une variété donc, issue d'un 5e rétrocroisement avec comme dernier parent vinifera une variété qui était déjà issue d'un peu de métissage, qui est le Chazan et qui est un descendant de Chardonnay. Voilà. Alors cette variété que vous allez avoir au service donc, sur 2 vins différents présente ce type de caractéristiques agronomiques, c'est-à-dire qu'elle a un débourrement qui est relativement tardif et ça c'est assez intéressant dans nos contextes. C'est une maturité qu'on pourra qualifier en fonction des secteurs entre une première époque et un début de deuxième époque. C'est une maturité donc un peu plus fort. C'est une maturité qu'on pourra qualifier selon les secteurs d'une fin de première époque ou de début de deuxième époque, c'est-à-dire qu'on ramassera sur les dernières semaines d'août en climat un petit peu chaud et sur le début de septembre en climat un peu frais, donc ça apparente quand même dans ce cadre-là relativement au Chardonnay. Dans ses avantages, c'est une variété qui a un port droit, avec un comportement relativement intéressant vis-à-vis de la sécheresse, une vigueur moyenne et des grappes relativement aérées, donc il est assez facile, sans pousser beaucoup le nombre d'yeux, de faire entre 8 et 15 tonnes hectares, et donc toujours comme l'ensemble des variétés bouquets, à la légène de résistance, RPV1 au milieu et RAN1 à l'oïdium. Voilà. Donc en termes de caractéristiques, et donc vous avez les vins en dégustation, sont pour moi des maturités et des aromatiques qui, en fonction de comment on les travaille, peuvent être relativement proches du chardonnay. Voilà. Par contre, il y a un potentiel polyphénolique nettement plus élevé. Donc ça, il faut bien en être conscient. On a des pellicules qui sont plus fermes et plus riches en tanins que ce qu'on peut avoir sur le chardonnay. Il y a un comportement qui est relativement agréable ou acceptable sur les climats chauds, qui sera un petit peu plus à l'aise sur les climats un peu tempérés, mais supportera quelques coins avec des sommes de température assez importantes. Il y a un très bon comportement sur le Ruggieri 140, ce qui n'est pas le cas de toutes les variétés. Et donc moi, je vous recommanderais assez personnellement de le planter si vous le plantez sur du 140, parce que c'est un porte-greffe qui assimile mal le potassium et qui du coup nous amène à avoir des vins avec des pH un peu plus bas et plus de fraîcheur. Et sur une variété qui a tendance à mûrir un petit peu vite et à avoir des acidités un peu faibles, la descendance du Chazan se sent un petit peu, et ben c'est quand même intéressant. Et donc pour moi, on peut faire des profils IGP relativement haut de gamme, voire des styles, comme vous pouvez le goûter, qui peuvent être proches de quelques blancs méditerranéens. Donc Jacques va vous parler un petit peu plus du process de vinification, donc du vin que vous avez sur le verre de droite, puisque les vins issus de la vinification en cave XPI ICV là, sont présentés sur votre verre de droite. Donc là, c'est une parcelle qui a été plantée par Foncalieu, donc par Gabriel Ruesch à Marossan en 2007. Donc c'est intéressant parce que c'est une parcelle qui est adulte aujourd'hui. Donc la vendange a eu lieu le 24 août de l'année dernière. Ça a été vinifié en pressurage direct. On l'a comparé également avec la macération sur bourbe, qui n'a pas apporté de bénéfices sensoriels nets. Il n'y a pas de potentiel thiol particulier sur ces pages-là. C'est pour ça que j'ai amené que le pressurage direct. Donc là, on est à 13... donc ça, c'est un pressurage direct, fermentation à 16 degrés d'alcool, et ensuite élevage à 12 degrés. Après, vous avez... je ne vais pas vous parler des levures et des process, c'est assez classique pour la cave expérimentale. Et vous voyez, au niveau du vin, là, on est à 13,2 d'alcool acquis, avec plus de sucre résiduel. Et sur le pH, on est sur un pH de 3,2, donc effectivement, c'est un pH qui est plutôt bas pour ce niveau de maturité, avec un niveau de malique qui est 1,4. Donc, ce n'est pas forcément le malique qui explique le pH bas. C'est certainement le pH bas s'explique plus par le niveau de tartrique et le fait qu'il y ait peut-être moins de potassium dans les mous. Voilà, vous voyez aussi que sur cette parcelle, la récolte s'élevait à 4,6 kg par pied. Voilà. Donc 4,6 kg par pied à 5000 pieds hectares, vous avez couvert largement les 20 tonnes, donc pas désagréable. Est-ce que c'est non irrigué ou... Non, ça c'est non irrigué. Non irrigué, donc c'est des sous-bergues, donc c'est le terroir c'est juste au-dessus de la cave de Marossan. C'est une parcelle expérimentale qui est juste derrière la cave, donc c'est des sols relativement profonds.
de la molasse. Voilà. Alors, acidité totale, pardon. Je vous ai donné le pH. En acidité totale, on est à 4,11. 4,11, dont 1,4 de malique. Ouais, c'est une variété qui n'a pas beaucoup de malique. Hein. Là, le Chazan marque sur un certain nombre de ses comportements et il y a un faible niveau de malique, quel que soit le niveau de maturité. C'est 22, ça c'est un millésime 22. Mais globalement, si vous voulez, c'est pas une variété où on a eu des rendements en dessous de 2,5 kg par pied. Donc c'est-à-dire qu'au plus bas, on était à 10 tonnes. Donc on se balade quand même. Hein? Sur Marossan? Ça c'est. Ah pardon, autant pour moi alors. Parce que des rendements comme ça, Sur pêche rouge, c'est irrigué aussi. Donc, ce que vous avez goûté sur le verre de gauche, c'est irrigué, mais c'est irrigué vraiment en complément, c'est-à-dire c'est hauteur de 50 mm par an sur des pluviométries annuelles aux alentours de 200 mm. Donc, c'est vraiment une compensation de base. Hein. Il n'y a pas d'effet de reprise de rendement avec ces niveaux d'irrigation-là. Voilà, alors là maintenant, vous avez une autre variété que vous avez au service, qui est celle-ci, c'est le G9. Alors, pour moi, c'est de très très loin la variété qui présente le plus d'avantages parce que vous verrez qu'effectivement elle coche beaucoup de cases. Alors le dernier parent vinifera, eh ben, c'est une variété dont on n'a pas trop bien l'habitude parce que c'est l'Italia et on s'en sert plutôt en raisin de table qu'en vinification, bien que ce ne soit pas mauvais du tout en vinification. Alors ce G9, voici un peu ses caractéristiques. C'est une date de débourrement moyenne et c'est plutôt un troisième époque. C'est-à-dire qu'on a longtemps considéré, et notamment dans les étapes de recherche et d'obtention de cette variété, en se disant ah, ben, c'est une variété à petit degré, arrivée à maturité, elle fait que 11 à la fin août. Et en fait, bah, c'est vachement intéressant parce qu'elle fait que 11 à la fin août. Maintenant, quand vous l'amenez un mois plus tard, eh ben, sans phénomène de surmaturité, c'est-à-dire pas de dessèchement, toujours une belle tenue de grappe, pas vraiment de baisse du rendement, et ben vous montez gentiment sur des 13-14 et là les maturités aromatiques évoluent assez fortement. Donc c'est une variété sur laquelle il y a la possibilité de faire des panoplies assez importantes de profil de cépage sans passer dans des phénomènes de surmaturation et ça c'est quand même relativement intéressant. C'est une variété qui a un port droit, érigé, qui a une excellente résistance à la sécheresse. Vraiment le comportement hydrique est très très favorable avec des grappes qui ressemblent à celles de l'Italia et qui sont donc relativement lâches avec des gros grains. Et qui donc présente par ce cadre-là une forme aussi de tolérance, on va dire, au botrytis. Alors, c'est une variété, par contre, qu'il faut tailler long, parce que la fertilité des œufs de la base est assez mauvaise, et vous obtiendrez la fertilité au travers de la taille longue, et pas dans la taille courte. Donc, on la caractérise par, on va dire, un potentiel de faible accumulation des sucres, comme sont ces trois variétés dites petit degré, G5, G9 et G14, que vous aurez aussi un peu en dégustation. L'avantage, c'est que même quand vous poussez les maturités, l'aromatique ne bascule jamais ni dans le raisin sec, ni dans le cuit, ni dans le confit. On garde toujours une aromatique fraîche. Et ça, probablement aussi parce que c'est la variété qui a la plus haute teneur en glutathion connue. Et le glutathion, eh ben, c'est un antioxydant naturel qui est présent dans beaucoup de vignes, mais qui est dégradé par la chaleur. Et là, même en conditions chaudes, cette variété maintient des hautes teneurs en glutathion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des mous qui s'oxydent pas facilement et que vous avez des vins qui s'oxydent pas facilement. Et ça aussi, c'est vachement intéressant. En plus d'avoir un fort antioxydant, eh ben, elle n'a pas trop d'oxydants, c'est-à-dire qu'elle a une teneur très très faible en polyphénol. Et donc, vous aurez une situation dans laquelle eh ben, ce mou-là, il se protège un petit peu de lui-même. Alors là aussi, il y a un très bon comportement sur le RU140 et encore une fois, je vous encourage à le mettre plutôt là-dessus parce que vous aurez des maintiens de pH relativement bas parce que ce n'est pas non plus une variété très riche en acide malique, un peu comme 31,59. Si vous voulez faire des choses vraiment sur le tiolet avec une toute petite pointe muscatée, eh ben, l'idéal c'est faire les pulvérisations azote et soufre et faire des récoltes aux alentours des 11,5 potentiels et vous serez quelque part entre le 1er et le 10 septembre, en fonction de vos rendements. Et avec un itinéraire citronné, vous ferez des choses qui rivalisent pas mal avec des sauvignons, avec une petite touche exotique en plus. Et si vous voulez un tout petit peu plus loin dans la complexité aromatique, c'est-à-dire le style qui vous a été servi aujourd'hui, eh ben vous ramassez ça à fin septembre et vous aurez un autre registre aromatique là qui se développe. Donc des vins qui ont toujours une certaine finesse et un joli toucher de bouche parce qu'il y a une très très faible concentration en polyphénol aussi.
Ça veut dire une question, ça veut dire que la teneur en lactation, une fois que le vin est terminé, elle se maintient relativement bien. elle se maintient. Donc je suppose que je dis ça parce qu'il y a certains pays, quand on exporte, on demande la teneur des vins en lactation. Est-ce qu'on est sur des valeurs... Alors, moi, je fais beaucoup au labo, on fait beaucoup d'analyses export. La teneur en glutathion, on ne nous l'a jamais demandé comme une obligation d'analyse export. Il y a des teneurs en acide ascorbique qui sont demandées, ça oui, qui est un antioxydant qu'on peut rajouter. Il faut le demander. Donc c'est juste savoir ça dans les vins. Ah ben, vous serez plutôt dans les valeurs plus, mais le glutathion, en aucun cas... Alors déjà, du glutathion, vous pouvez en rajouter avec des produits œnologiques, hein, puisque certaines levures contiennent de certaines teneurs en glutathion, mais vous n'arriverez jamais à retrouver ça comme type de teneur. Et après, ça dépendra comment vous protégez votre vin. À chaque fois que vous lui mettez un peu d'oxygène, bah, cette teneur en glutathion va diminuer, puisqu'en antioxydant, il va réagir avec l'oxygène. Et donc, si vous envisagez de faire des vins sans sulfite avec le G9, ce qui serait tout à fait envisageable par ses caractéristiques réductrices, bah, progressivement, vous abaisseriez les teneurs en glutathion aussi. Voilà. Vous êtes sur un 13,5. C'est vendange fin septembre. On va passer sur le G5. Donc on va vous mettre au service. Donc, une autre de ces lignées de travaux faits sur les variétés dites à petit degré. Et là aussi avec une variété qu'on connaît un peu en vinification, puisque c'est une variété qui peut être utilisée au de fin, mais surtout en raisin de table, hein, qui est le muscat de Hambourg. Donc ce G5, il est un peu plus précoce que le G9 quand même. Et il a un comportement qui est relativement différent dans la physiologie de la grappe. Ce n'est pas la grappe très lâche qu'on a sur le G9 qui signe bien celle de l'Italia. C'est une grappe qui est plus compacte, qui est relativement pignée. Voilà, le port reste bien droit, bien présent. Le comportement vis-à-vis du stress hydrique est un petit peu moins bon sur le G5 sur le G9, mais ça reste très très compatible. C'est une variété qui se regonfle très bien aussi avec les pluies. C'est-à-dire qu'elle peut avoir tendance à être mis en difficulté un peu plus rapidement que le G9 sur des grosses conditions de stress hydrique. Par contre, elle se refait relativement bien avec quelques marins et quelques pluies. Voilà. Les rendements sont un petit peu en dessous parce qu'on n'a pas le même poids par grappe aussi que sur le G9. Donc c'est un peu plus difficile de pousser jusqu'aux 20 tonnes hectares. Mais en tout cas, vraiment sans effort, vous assurez largement les 10-12 tonnes. Donc le type de profil qu'on peut envisager là-dessus, bon, clairement, on a une caractéristique muscatée qui est affirmée, hein, et qui rappelle pas mal celle du muscat de Hambourg, c'est-à-dire avec des notes un petit peu de fleurs d'oranger, citronnées, plus que vraiment dans la puissance muscat qu'on peut avoir sur des petits grains, par exemple. Et quand vous goûtez les raisins au cours de la maturation, eh ben, très rapidement, on passe par des notes de rose, et c'est des raisins qui sont très très bons à déguster en tant que tels. Alors là aussi, intéressant sur RU 140, fonctionne très bien sur R110 aussi. Contrairement au G9, vous pouvez le conduire en taille courte, hein, la fertilité des œufs de la base est très bonne. Et donc on peut avoir une bonne productivité comme ça, et on aurait une très bonne productivité aussi si on faisait un peu de taille rase. Et voilà. Donc, si vous voulez des choses qui soient moins portées sur l'aromatique muscatée, eh ben, vous allez sur des maturités de fin août, vous aurez des 10,5, 11, et vous pouvez faire des profils intéressants en base mousse, voire former quelques tioles ensuite. Si vous voulez affirmer le style muscaté, eh ben, dans ce cadre-là, vous poussez un peu plus la maturité, et le profil muscaté sera nettement plus affirmé. Ça reste une variété qui n'a pas beaucoup de polyphénol, et on m'a posé la question tout à l'heure pour les vinifications en vin orange. Je ne pense pas que ce soit très adapté, parce que la peau ne bronze pas trop, et ceux qui voudraient donc en faire des vins de macération, je pense que ce n'est pas le bon candidat en muscaté. Le muscaris répondra mieux dans l'exercice que celui-là. C'est relativement fin dans la teneur en polyphénol. Voilà, donc vous voyez un style muscaté qui est quand même affirmé, avec des vins qui maintiennent des beaux niveaux de fraîcheur. Alors le dernier vin blanc qu'on vous met au service, eh ben, on en connaît un petit peu moins dessus. En tout cas, moi, personnellement, j'en sais un petit peu moins. Pourquoi? Parce que, eh ben, il n'est pas dans le classement temporaire. Il est dans la VATE qui est en cours. Donc tout ça, vous devez être maintenant, depuis ce matin, très familier avec tout ce jargon. Et ça veut dire qu'on est en train de l'évaluer vraiment que depuis quelques années. Voilà. Donc on n'en a pas de parcelle vigneronne. On a moins de matériel végétal, moins de raisins aussi. Et donc eh ben là, vous avez des choses qui sont issues des vinifications du domaine de Cazes et de Pêche Rouge sur lesquelles il y a ces VATE.
Alors c'est un débourrement un peu plus tardif, et ça c'est pas inintéressant, donc se rapproche un peu du comportement du 3159. Et pour cause, hop, si on va y arriver, ça se calme, voilà. Le 3159, c'est un de ses parents. Donc là nous sommes à ce qu'on appelle un 6e rétrocroisement, c'est-à-dire que par rapport aux 3 variétés que je vous ai présentées, eh ben, il y a un tour de vinifera de plus dans les croisements. Le comportement agronomique est relativement proche du 3159. Par contre, vous verrez que le comportement aromatique est tout à fait différent. On a des structures polyphénoliques qui sont beaucoup moins importantes et on a plutôt des vins qui sont portés par des aromatiques florales, de fleurs blanches, que des profils de fruits à chair blanche et à chair jaune, comme on l'avait sur le 3159. Voilà pour les vins blancs. Donc, au niveau agronomique, le 3179, c'est un vrai tarif. Et ça, comparativement à ce qui est un peu sur le marché à l'heure actuelle en résistance, c'est une vraie grosse différence. Parce que la plupart des sélections sont plutôt sur des scénarios précoces. Et là, c'est un débourrement tardif et c'est une vraie 3e époque. C'est un port très très érigé, c'est-à-dire que ça n'a presque pas besoin de palissage. Mais attention, il y a une grosse vigueur, donc il faut quand même tenir la végétation. Mais en tout cas, le port est vraiment très très droit. Il y a un très bon comportement vis-à-vis du disphécite hydrique et la vigueur, comme je vous disais, est importante. Les grappes sont assez lâches et donc les conditions de fin de récolte, même sur un cépage tardif, se passent relativement bien. C'est une variété qui a une très 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 grosse fertilité sur les bourgeons de la base. Donc c'est taille courte obligatoire. Voilà, ça je vous l'ai mis ensuite. Et surtout, ce n'est pas à conduire en taille rase, ce genre de choses. Parce que sinon, vous aurez plus de raisins que de feuilles. Et ça sera vraiment dommage pour une variété qui est digne d'intérêt. Le potentiel polyphénolique s'apparente à celui du grenache, potentiellement un tout petit peu au-dessus. En tout cas, et vous le verrez sur les rosés, on arrive à faire des rosés qui sont relativement pâles, sans grosses interventions œnologiques là-dessus, et avec des aromatiques qui rappellent largement celui du grenache. Et donc là, on a un cépage qui est relativement polyvalent, à la fois dans ses utilisations d'IGP rosé ou rouge avec un certain rendement, voire avec des choses que vous pousseriez un tout petit peu plus en maturité ou un tout petit peu moins en rendement et qui peuvent atteindre des vrais beaux niveaux de complexité. Je te laisse la parole pour les vinifs rosés rouges. La parcelle, donc c'est la même parcelle de Maraussan, hein, donc, qui est plantée en 2007 et donc arrosée. Hein. Au niveau date de récolte, ça a été récolté le 24 août. Ce qui est donc c'est pas si tardif que ça, hein. Et alors pour les rosés, hein. Et alors que les contrôles de maturité étaient très comparables entre le 3176 voisin et le 3179, on s'est retrouvé avec 2 degrés d'écart sur le vin. Et ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, Philippe Gauthier, au domaine de Cazes, a expliqué un peu la même chose. C'est peut-être un cépage qui a une tendance à charger rapidement du sucre. En tout cas, on était un petit peu surpris par le décalage qu'il y avait entre le TAV sur le vin fini, là qui est, on est à 15 degrés d'alcool potentiel sur 2 rosés, et ce qui fait qu'on a encore un peu de sucre résiduel. Il y a encore 7,8 grammes de sucre résiduel. Mais au niveau des contrôles de maturité, on était à 2 degrés en dessous. Donc, et j'ai entendu Philippe Gauthier qui signalait la même chose ce matin, donc c'est peut-être une caractéristique. En rendement par souche, on est à 4,4 kg par pied. État sanitaire irrigué, donc Françoise, tu l'as compris. On est en acidité totale à 4 grammes, avec un pH de 3,15. C'est des pH qui ne sont pas corrigés. Et un niveau tartrique de 3,5, donc ce qui est plutôt, alors 3,5 exprimé en grammes par litre d'acide sulfurique, donc c'est plutôt un cépage avec un niveau de tartrique élevé. Alors que le malique était de 1 gramme, donc, et de 1 gramme. Donc, et sur le rouge a été vendangé peu de temps après, parce que comme on était déjà à un niveau de sucre important, il était vendangé le 29 août. Là, il y avait 3,13 kg par pied. Alors, c'est pas qu'on a perdu 1 kg sur la semaine, c'est juste un effet d'hétérogénéité des rangs. Donc, on avait commencé le rosé sur le bas des rangs qui est un peu plus chargé, et on a fini sur le haut des rangs qui est un peu moins chargé. Hein.
Et là, on est en TAV à 16,3. Par contre, là, sucre fini, hein, on est à 0,6 g de sucre résiduel. Une acidité totale de 4,1 et un pH de 3,36. Une intensité colorante de 11,8 et avec une DO 280 de 67. On est sur des macérations de 10 jours en cave expérimentale, donc ce qui correspond à des macérations de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en situation normale, vu les conditions d'extraction. Voilà, normalement, vous avez au service un deuxième vin rouge. Non. Pardon ? En volatile sur le rouge, à l'analyse, en volatile, on est à 0,7, il y a un peu de volatile. Ben, il y a quand même 16 grammes, on a quand même 16 grammes d'alcool fini. Il y a des questions sur la variété ? C'est un descendant de Grenache. Donc le dernier parent vinifera dans la chaîne des rétrocroisements et le Grenache qui est un des cépages emblématiques ou typiques des régions méditerranéennes, que ce soit depuis l'Espagne, du sud de l'Espagne jusqu'à la Provence. Et globalement, n'est pas trop implanté dans les zones plus septentrionales. Sa maturité est un petit peu difficile. 31,79 a hérité de beaucoup de traits du Grenache dans son comportement agronomique, c'est-à-dire sa physiologie, son port, sa productivité, pas trop sur la coulure. Voilà, donc ça c'est intéressant. Le Grenache a souvent peu de couleurs et le 31,79 arrive à avoir peu de couleurs sur les rosés, mais quand même un peu plus quand on fait des macérations en rouge. Et donc présente quand même la possibilité en contexte méditerranéen d'établir une palette de profils relativement large. Nicolas, je voudrais rajouter simplement sur le 31,79, c'est la chose suivante, c'est que le Grenache, c'est une façon générale qui est sensible au mosaïque. Donc problème de maturité des bois, problème après de pouvoir repartir, même qu'à cette fois, comme on a vu sur l'automne 2022, énormément de maladies mosaïque. La maladie de mosaïque. L'intérêt, c'est que ces cépages résistants, le problème de milieu mosaïque, c'est-à-dire la maturité du bois, on ne l'a pas sur ce Grenache. Donc c'est quelque chose de supérieur par rapport au Grenache sur le comportement agronomique. Alors si on continue sur le... Ouais, tout à fait. C'est intéressant pour le vin. Il est plus régulier au niveau du rendement, donc il n'y a pas la sensibilité à la coulure du Grenache. Ça. Alors avec un trait qu'il a aussi hérité du Grenache, c'est qu'il est relativement incompatible avec le 140 Ruggieri. Voilà, que ce soit le 31,79 ou le 31,76, l'autre descendant de Grenache qu'on va vous présenter ensuite, il est fortement déconseillé de les greffer sur 140 Ruggieri parce qu'on peut obtenir des difficultés de circulation de la sève entre le greffon et le porte-greffe. Ça ne veut pas dire que forcément ce sera un échec complet, mais au milieu, il y aura un peu de casse. Voilà. Donc le comportement sur R110 est bien meilleur et ces deux variétés sont plutôt à recommander en plantation sur R110 par exemple. Voilà. Alors, sur le rosé là, de la parcelle expérimentale, on était à 4,5 kg par pied et sur le rouge, on était à 3,5 kg par pied. Donc, vous avez quand même une variété qui est capable d'emmener des 15 tonnes hectares avec du goût, de la maturité et quelque chose qui signe aussi un peu nos profils méditerranéens dans l'aromatique. On retrouve des goûts qu'on connaît sur nos cépages habituels. Ce n'est pas une originalité totale. On retrouve des goûts de Grenache là-dessus. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une possibilité de choix de direction possible de façon assez importante. Donc vous avez eu un deuxième 31,79 qui vous a été servi sur le verre de droite, là, qui est un 31,79 qui est issu de vinification sur le domaine de Cazes, donc là qui est ramassé 22 septembre sur un terroir beaucoup plus frais. Et vous voyez que même sur des terroirs où habituellement les grenaches mûrissent pas bien, eh ben, on arrive à emmener là, le 31,79 assez loin. Alors je vais vous le donner. Tu l'as le 31,79 ça va. Le rendement était de 2,8 kg par pied. C'est des grappes qui ne sont pas trop pignées. Donc ça, le comportement est bon. 31,76 qu'on va voir après, c'est un petit peu plus compact. On passe au 31,76.
Alors, le 3176, vous imaginerez les photos ou vous les re-regarderez sur les documents une fois reçus, mais a un comportement visuel qui est extrêmement proche du grenache. C'est-à-dire qu'il faut être plus que très averti pour être capable de différencier une parcelle de 3176 d'une parcelle de grenache noir. La feuille est glabre, lisse, a la même forme que celle du grenache. C'est quand même réellement un comportement qui est proche. Donc on est sur des comportements là aussi avec un côté relativement tardif. On n'a pas ces côtés précoces. C'est un port droit de la même façon. Comportement à la sécheresse qui est pas mal. La vigueur est probablement un petit peu inférieure à celle du 3179. Par contre, on a des pellicules qui sont avec des peaux plus épaisses et des grappes qui sont un petit peu plus serrées, un petit peu plus fermées que ce qu'on a sur le 3179. La productivité, là aussi, peut être relativement bonne. Donc, c'est ce que je vous disais, on a un comportement qui, visuellement, au niveau agronomique, est relativement proche du grenache, incompatible sur 140, ce que je vous ai dit aussi. Voilà. Et donc, vous verrez des profils de vin qu'on peut avoir et qui peuvent facilement rappeler ce qu'on retrouve sur nos appellations, à la fois quand on les mène en rosé et en rouge. Et c'est aussi une variété qui se comporte bien en macération carbonique. Voilà, donc à une certaine maturité de la rafle, et la macération carbonique lui va pas mal. Donc Jacques, à toi pour le 3176 rosé. On accélère un petit peu, pardon. C'est ce qui me semblait. Ouais. Sur le 3176 rosé, donc vendangé le même jour que le 3179, mais là, vous voyez, on est à... on a un degré à peu près normal pour un rosé, donc 13,9 en TAV acquis. Rendement 4,3 kg par pied. Là, on a fait une légère macération pelliculaire à la cave expérimentale. Donc 30 minutes, c'est juste pour compenser le déficit de pressurage, d'extraction pressurage. On est sur un TAV donc, de 13,9, un pH de 3,27, acidité totale de 3,7, sucre résiduel, on est à 3 grammes. Donc c'est limite. Sur le rouge, lui est vendangé le 31 août, donc une semaine après. On était sur un rendement de 2,5 kg par pied, c'est toujours la même chose, c'est l'effet bas de rang, haut de rang entre les deux dates. Une macération de 12 jours et on est sur un vin fini, on est à 13,9 d'alcool fini, 3,6 en acidité totale, 3,53 en pH. Le 3176 a quand même un pH sensiblement plus élevé que le 3119. Hein. Là, il y a 0,3 points d'écart. Et en intensité colorante, il est aussi plus élevé. On est à 16 contre 11 pour le précédent. Et c'est surtout sur la DO280, on est à 90 de DO280 contre 67 pour le 3119. Là, on est sur des critères analytiques qui sont un petit peu hors normes par rapport à ceux à quoi on a l'habitude sur des rouges dans la région. Avec une structure tannique beaucoup plus importante et qu'on ressent en bouche. Voilà, c'est une variété sur laquelle il faut aller doucement sur les extractions parce que le potentiel polyphénolique est très très important. Ça vient très vite. Voilà. C'est bon? Allez. Eh ben, on va passer à la variété 3160 alors. À la fois en dégustation en rouge et en rosé avec les vinifications de la cave expérimentale de l'ICB. Alors le 3160, c'est entre guillemets un petit peu l'ovni dans le scénario parce que son dernier parent, eh ben, c'est le fer Servadou. Alors le fer Servadou, ben, on n'a pas trop ça par chez nous, on l'a pas dans nos cahiers des charges d'appellation, on n'en a pas plein de vignobles languedociens et pour cause, c'est un cépage phare du sud-ouest et notamment du Gaillacois. Donc le fer Servadou est connu là-bas pour ses caractéristiques poivrées, poivre vert, épicé en général et avec des comportements dans des climats frais de vraie belle obtention de maturité. Alors ben, ce 3160, là, il a un comportement un petit peu différent de ça parce que c'est un tardif. Alors que le fer Servadou, ce n'est pas un vrai tardif, on l'aurait chez nous avec des comportements relativement plus importants. Alors on en a travaillé plusieurs versions et on a eu une version qui alternait pas mal dans les croisements et qu'on a écarté, qui avait des rendements plus faibles.
C'est pour ça que j'avais gardé le critère rendement bas dessus, mais c'est quand même des rendements à 10-12 tonnes facilement. Donc vous voyez que dans la grille, 10-12 tonnes, c'est un peu la partie basse par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. À des 4,5 kg par pied, on était plutôt à 20 tonnes. Et cette variété, vous verrez, elle a plusieurs intérêts. Alors il y a des intérêts importants en rosé. Il y a des vins qui généralement ont des jolis cœurs de bouche et des profils aromatiques intéressants. Et en rouge, il y a une certaine signature aussi aromatique, qui n'est pas pleinement poivré comme on l'a sur le Fer Servadou, mais qui dénote d'une certaine originalité par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude dans la région, et qui se comporte, ma foi, très bien dans des endroits relativement secs. Voilà. Et c'est là aussi, ça dénote un petit peu de son parent Fer Servadou. Voilà. Il faut faire attention au pH parce que c'est quand même une variété qui peut avoir tendance, si on la pousse un petit peu loin ou qu'on ne l'a pas mis sur le bon porte-greffe ou un peu trop nourri en potassium, à aller très loin sur le pH. Donc là, les vins qu'on a vinifiés à la cave expérimentale, c'est la parcelle de pêche rouge qui est un peu plus haut, où il y avait une certaine hétérogénéité de rendement. Donc on est allé chercher les raisins pour le rosé dans un secteur assez chargé. Donc on était quand même à 4,1 kg par pied, donc ce qui est quand même assez intéressant. Compte tenu du potentiel couleur, là on a une macération pelliculaire un peu plus importante que à peu près de 2 heures. Et là, on est sur un 14, donc c'était vendangé, excusez-moi, le 29 août, donc c'est un peu plus tardif, 5 jours plus tard que les 2 précédents. Et on est à 14 d'alcool acquis, pas de sucre, hein, donc là c'est entièrement sec. On est sur une acidité de 3,6 et un pH de 3,54. C'est des 3 rosés, c'est celui-ci qui a le pH le plus élevé. Et si on regarde le rouge qui a été vendangé le 5 septembre, donc une bonne semaine après le rosé, là on était, alors c'était un autre, c'est la même parcelle, mais c'est à 3 rangs de là, on était sur un rendement de 2,5 kg seulement. Donc c'est un peu plus adapté pour faire du rouge. Et là on est à 15,7 en alcool acquis, sucre fini. On est en acidité totale 3,1, pH 3,83, donc un pH relativement élevé, et une intensité colorante de 14, donc c'est intermédiaire entre les 2 précédents, c'est un peu moins intense que le 31,76, et une DO 280 de 83. Et c'est à la dégustation par le groupe expert ICV. C'est parmi les 3, c'est celui qui a été préféré au nez par ce côté très fruité de fruits rouges, une petite note végétale, mais on ne retrouve pas la typicité du Fer Servadou en rouge. Est-ce que sur les fermentations rosé et rouge, vous utilisez toujours les mêmes levures? Alors oui, c'est exactement les mêmes levures, hein. Ce qui peut varier, c'est les mêmes levures, c'est les mêmes températures de fermentation vu qu'on travaille en chambre froide. Ce qui peut varier sur les rosés, c'est une durée de macération pelliculaire. Comme on a des pressoirs de petite capacité, nos rosés, il faut les considérer comme des rosés de goutte ou de première presse. Donc pour avoir de la couleur, par exemple sur les grenaches, on fait 4 à 5 heures de macération pelliculaire pour avoir un petit peu de couleur. Autrement, on aurait des grenaches complètement blancs. Donc, mais autrement, sur les levures, sur tout ce qui est gestion du SO2, etc., c'est exactement les mêmes process. Micro-oxygénation, c'est exactement la même chose. Hein? Les rouges, là, beaucoup de rouges qu'on a dit, on a quand même des tanins sur le moment présent, agressif, j'en ai. Alors c'est parce qu'au niveau de la vinification, on n'a pas cherché, nous, à ajuster la vinification. On est sur la vinification expérimentale, donc on a fait 12 jours sur le 31,76 et le 31,79 de macération, uniquement 10 sur le 31,60, parce que la parenté Fer Servadou nous faisait craindre des tanins un peu plus durs. Mais on est à ce stade-là d'expérimentation, on n'est pas sur une logique d'adaptation des process, mais plutôt de voir à process équivalent quelles sont les différences spécifiques du cépage. Donc effectivement, je ne sais pas comment vous jugez
l'intensité tannique, pour moi, le 31-76, c'est celui qui est le plus intense, qui a, je dirais, tanins les plus durs, les plus desséchants en finale. Après, moi, je mettrais le 31-79 et le 31-60 qui paraît un peu plus souple. Mais en même temps, c'est quand même. C'est des variétés. Voilà, alors ce sont des variétés qui ont des potentiels polyphénoliques élevés, malgré des gros rendements. Et effectivement, des fois, on peut avoir un peu de décalage entre l'alcool déjà présent, parce que ça monte assez bien en degrés, et des tanins qui ne sont pas encore là tout à fait au bout. Voilà, donc il y a encore des choses à prendre un peu en main. On ne va pas prétendre remplacer 100 ans d'histoire de vinification de Grenache en 2-3 petites vinifications expérimentales. Non, mais voilà. Mais donc, effectivement, il nous reste encore à expérimenter sur ces sujets-là, à voir où sont les meilleurs passages pour retrouver des équilibres sur la structure tannique, les équilibres de degrés, la nutrition, le comportement hydrique, et arriver à des vins qui, on va dire, soient parfaitement aboutis. Ce qui nous intéresse, c'est de monter la potentialité, parce qu'on pense que ça en a tout de même, à la fois par les critères de résistance, mais même par, je dirais, la facilité de leur comportement agronomique aussi. Mais à la cave expérimentale, on a travaillé quasiment tous les cépages résistants qui existent. Et quand on compare avec les mêmes process, un Vidocq ou un Artaban avec les 31-76 ou 31-79, on a des intensités tanniques beaucoup plus élevées sur l'Artaban et le Vidocq et des sécheresses beaucoup plus agressives. Donc là, on est... Après, c'est des vins... Nous, les mises en bouteille, elles commencent très tôt. Donc là, les mises en bouteille sur les rouges ont dû commencer en décembre. Donc il n'y a absolument pas d'élevage derrière qui peut enrober un petit peu les tanins. Mais si tu avais pu déguster dans les mêmes conditions un Artaban d'un côté et un Grenache de l'autre, ces vins-là se rapprochent plus de ce qu'on aurait obtenu avec un Grenache qu'avec un Artaban, au niveau structure tannique. Alors on va terminer avec deux séries de 2 vins rouges sur des variétés qui sont là aussi pas encore au classement temporaire, mais dans la VATE. Alors vous allez avoir au service une variété qui est un numéro 177, qui est un descendant de Marcellan, suivi de son petit frère ou de son grand frère, qui est une variété nommée 306, qui est aussi un descendant de Marcellan. Voilà, un peu comme on l'a vu sur les Grenaches, on a 2 frangins là sur les Marcellan. Alors, le 177 est un débourrement moyen, c'est un vrai première époque. Donc il a vraiment une tendance à monter en degrés relativement vite, et quelles que soient les conditions de secteur, même sur des secteurs tardifs comme le domaine de Cazes, ça vient de façon assez rapide et assez franche. Le port est plutôt semi-érigé, donc on n'a pas ce comportement très droit qu'on avait sur le 31-76 et 31-79. Le comportement hydrique est plutôt satisfaisant et la grappe a tendance à être un petit peu fermée. Voilà, le 177 a un potentiel polyphénolique qui est globalement moyen et, comme je vous disais, avec une certaine capacité à accumuler les sucres. Et on peut s'interroger de l'intérêt possible de former quelques vins doux naturels avec cette variété, puisqu'on fait facilement des 16 degrés à la fin août avec des rendements de 10-12 tonnes hectares. Donc ça serait tout à fait compatible avec de la vinification de vins doux naturels. Voilà, on est plutôt sur des aromatiques de fruits rouges, relativement simples, et son comportement est assez bon sur le 140. Et donc encore une fois, ça sera intéressant de le mettre sur ce porte-greffe-là pour maintenir un petit peu d'acidité et pousser un tout petit peu l'arrivée en maturité. Alors vous avez en parallèle un autre descendant de Marcellan qui est le 306, qui a des similitudes dans son comportement agronomique avec le 177, mais qui a une signature aromatique qui lui est propre, avec quels que soient les secteurs, des notes un peu mentholées ou eucalyptus, qui signent systématiquement cette variété, qu'elle soit en secteur précoce, en secteur tardif. Elle obtient relativement facilement ce type de notes-là. Il y a un potentiel polyphénolique qui est beaucoup plus élevé que sur le 177. Et donc on a des vins qui structurent relativement vite et où les maturités sont assez facilement accomplies. Et ben on va servir les 2 derniers vins. Donc de nouveau 2 frangins. Cette fois-ci descendant Cabernet Sauvignon. Ouais, par exemple.
Donc, vous verrez, là nous sommes, comme pour les Marcellans, en 6e rétrocroisement et donc le taux de vinifera dépasse les 99%. Donc nous avons deux numéros de ces frangins Cabernet Sauvignon. D'un côté, un numéro 343 qui est avec un potentiel polyphénolique qui est un petit peu plus faible que celui du 226. Une capacité à monter en degré supérieure au Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire que les maturités s'accomplissent plus facilement sur un 343 que sur un Cabernet Sauvignon, qui a un bon comportement à la fois sur SO4 et sur R110. Le comportement végétatif à la fois dans la feuille, dans le port, dans la forme de la grappe, rappelle bien celui du Cabernet Sauvignon. Bon, la couleur est souvent un petit peu plus faible, mais on retrouve ces notes aromatiques un petit peu végétales, dites variétales, qu'on connaît sur le Cabernet Sauvignon. Le 226, lui, a un potentiel polyphénolique nettement plus élevé. Là aussi, le comportement agronomique est très proche de celui du Cabernet Sauvignon, mais contrairement au 343, on a des intensités colorantes qui sont nettement supérieures et des aromatiques qui sont aussi un peu plus marquées par des fruits un peu plus mûrs. Donc il reste un petit peu de végétal, mais on a des signatures fruitées qu'on retrouve sur les Cabernets Sauvignon qui sont bien mûrs, notamment de fruits noirs, et un profil qui est nettement plus structuré. Voilà, donc je vous laisse pouvoir déguster ces deux vins et je vous remercie pour votre attention et tout le calme dont vous avez pu nous faire part. Merci beaucoup, merci à vous.